Il est avocat inscrit au barreau de Lubumbashi. Samuel Koko est déjà passé plus d'une fois ici avec nous. Il a sorti une tribune où il a réfuté justement l'opportunité de pouvoir réviser la Constitution en ce net moment. On en parle avec lui. Samuel Koko, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir très cher Gaëtan, encore une fois de plus merci de m'avoir convié à prendre part à ton nouveau plateau que j'inaugure pour la première fois. Justement, il y a eu un petit changement, le plateau a fait peau neuve avec des meubles changés et c'est plus chic et c'était les 50. Merci beaucoup. Nous saluons votre rénovation et surtout la vision éclairée de votre promoteur. Jean-Marie Kassomba, bien évidemment. Alors, je disais, vous avez sorti, c'est un article, je l'ai lu, hein, de bout en bout, c'est à la fois philosophique, mais c'est sorti du fond de vous. Vous trouvez inopportune la discussion sur la révision constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez suivi les grandes lignes présentées tout à l'heure par Nathan Diamouété, où on parle justement du point de presse de Jean-Claude Chilumbaï, un membre de l'UDPS qui est encore favorable pour la révision de la Constitution. D'après vous, que veut faire l'UDPS en ce moment? Merci beaucoup Gaëtan pour la parole que tu m'accordes encore une fois de plus. J'aimerais d'abord poser les décors. Ouais. De manière claire, la Constitution n'est pas un texte frappé d'immutabilité éternelle. C'est un document qui est appelé certainement à être révisité. Elle est d'accord, tout le monde est d'accord. Bien entendu, elle est révisable et elle-même en son sein propose et pose aussi les mécanismes de sa révision. Et pour réviser aussi la Constitution, il faut la réviser, mais en ne touchant pas à son esprit. L'esprit de la Constitution est plus lié à son exposé des motifs et aussi aux matières qu'elle-même a fixées comme étant des matières non révisables. Alors, la question qui se pose présentement est celle de savoir, est-ce que faudrait-il une révision ou un changement de Constitution? Alors, je vais d'abord aborder la question par rapport à la révision. Oui, la Constitution peut être révisée, mais pour quel motif? Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit réviser une Constitution? Est-ce qu'il y a des matières qui ne s'adaptent plus au fonctionnement actuel des institutions? C'est vrai qu'il y a certaines langues qui pensent qu'il faudra réviser la Constitution parce qu'on prétexte à un certain moment une certaine infiltration. Oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une infiltration. Est-ce que pour régler le problème lié à l'infiltration, on doit nécessairement réviser la Constitution pour pouvoir la changer? Moi, je ne pense pas. Il faudra plutôt garder l'esprit de la Constitution parce que la Constitution a d'abord pour base un esprit, deuxièmement, des pratiques et troisièmement aussi pour pouvoir faire vivre la Constitution, il y a des institutions. Alors, si seulement on veut réviser la Constitution, qu'on touche aux matières qui ne sont pas susceptibles de révision, d'accord. Mais si seulement il faudra changer la Constitution, il faudra premièrement chercher à savoir pourquoi devra-t-on changer la Constitution? Qu'est-ce qu'on reproche à la Constitution actuelle? Alors, jusqu'alors, j'attends encore le débat pour pouvoir continuer à aller dans tous les sens et nous pourrons savoir avec le temps comment pouvoir les aborder. Il y a plusieurs arguments, plusieurs raisons avancées en tout cas pour pouvoir soit changer ou réviser la Constitution. Ça part de la question de la double nationalité, des difficultés institutionnelles à pouvoir réaliser certaines choses. Aujourd'hui, Jean-Claude Chilumbaï a dit, par exemple, on a un Premier ministre qui n'est pas jugeable. Je ne sais pas si c'est un terme qui passe en droit, donc qui ne peut pas être déféré devant une instance judiciaire parce qu'on a créé un précédent, en tout cas qui nous piège nous-mêmes là-dedans. Alors, vous dites que la réflexion est mal menée parce que le problème de la RDC, ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est plutôt un problème de gouvernance. Expliquez un peu cela. Voilà, comme je le disais dans ma tribune que j'ai pu sortir récemment dans le cadre de notre structure qui vise plus de pouvoir vulgariser les valeurs républicaines, aussi de pouvoir nous approprier de tout ce qui est un acquis commun à la République, dans notre structure qu'on appelle l'Abdor pour la République. Alors, par rapport à la question liée, premièrement, par rapport vous avez parlé à la question liée à la double nationalité. Ce sont des questions qui peuvent facilement être résolues sans pour autant vouloir qu'on puisse nécessairement changer la Constitution. La question liée par exemple au caractère jugeable ou pas du Premier ministre, ce sont des questions qu'on appelle des questions de pratique constitutionnelle. Lorsqu'il y a des pratiques, les pratiques constitutionnelles font en soi partie de la vie de la République. On ne peut pas parler de constitution sans parler des pratiques constitutionnelles. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des crises qui puissent fonder les porteurs de thèses de révision constitutionnelle ou des changements de constitution à pouvoir réellement aboutir dans leur démarche? Quelle est la crise? On pouvait penser que
au premier mandat du chef de l'État, étant donné qu'il avait une présidence mais n'ayant pas une majorité parlementaire, qu'il avait peut-être une difficulté à pouvoir imprimenter sa gouvernance. Mais on a constaté qu'il avait mis en place une majorité qu'il a pu acquérir lorsqu'il a menacé le Parlement de dissolution. Il y a certains qui se sont alignés derrière sa philosophie qui était l'union sacrée. Mais avec l'actuel mandat, avec le nouveau mandat qu'il vient d'acquérir, le président de la République a carrément la quasi-totalité de l'Assemblée législative ou bien du Parlement. Mais quelles seraient au moment actuel les difficultés qui empêcheraient au président de la République et au gouvernement qui émane certainement de sa majorité parlementaire de pouvoir imprimenter les plans et les projets du chef de l'État? À l'heure actuelle, nous n'en voyons pas. Si ce n'est que peut-être des raisons qui peuvent être évoquées... C'est un faux fouillant pour vous? Pour moi, ce n'est pas des raisons fondées comme telles pour toucher un document important comme la Constitution qui constate et qui consacre un pacte de toute la République uniquement pour pouvoir satisfaire à certains besoins personnels. Je ne crois pas que ce soit des raisons fondées. S'il y a besoin pour le parti du chef de l'État ou le parti du président, du vice-président de l'Assemblée nationale de pouvoir garder le pouvoir, ça c'est connu de partout dans le monde entier, qu'un parti politique a pour mission de pouvoir conquérir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Ils peuvent bien conquérir le pouvoir après le chef de l'État par d'autres candidatures, mais vouloir briser un pacte républicain pour pouvoir se maintenir au pouvoir, ça risque d'être dangereux. Alors, je pose la question en tant qu'avocat. Après 18 années d'existence, parce que notre Constitution a presque plus de 18 ans, s'il faut réviser ou changer cette Constitution, ce serait pour quel motif, vous, dans votre regard, perception de juriste? Merci beaucoup Gaëtan pour ta question. D'ailleurs, je l'apprécie. Pourquoi? Parce qu'elle-même en soi renferme une réponse. Comment on peut reconnaître une bonne constitution? Une bonne constitution se reconnaît d'abord par sa stabilité. Deuxièmement, une bonne constitution la reconnaît par la rationalité de ses institutions. Et cette rationalité entraîne une démocratie. La République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à ce jour, n'a connu qu'une seule constitution qui a pu se maintenir sur la durée. Alors, s'il y a des éléments qu'on aimerait reprocher à cette constitution, on devra le faire savoir. Parce que cette constitution nous a accordé non seulement un semblant de stabilité, mais cette constitution aussi nous a permis à pouvoir avoir une alternance au sommet de l'État historique que ce pays n'a jamais connu depuis 1960 à ce jour. Et partant de ces éléments, on est en mesure de dire que cette constitution actuelle est une des meilleures constitutions que ce pays a connues de 60 jusqu'à ce jour. Alors si seulement on aimerait pouvoir la changer, il faudra qu'on évoque les raisons réelles et sensées qui puissent nous emmener à changer d'esprit. Parce que lorsqu'on veut changer des constitutions, on change non seulement d'esprit, mais on change aussi des républiques. Est-ce que parce qu'on est agressé par des rebelles, un groupe de rebelles qui veut prendre le pouvoir par la force, pour cette raison, on peut ou pas changer la Constitution? Ça ne peut pas fonder un gouvernement pour pouvoir changer la Constitution. C'est ce qu'a dit notamment Jean-Claude Chilumba aujourd'hui. Cette Constitution a été mise en place justement pour que la voie, l'unique voie pour accéder au pouvoir, devrait être la voie des urnes, des élections. Mais aujourd'hui, on a encore des rébellions. C'est qui pour lui, vous voudrez dire qu'on doit changer de constitution une nouvelle fois? En changeant des constitutions au prétexte qu'il y aurait une rébellion ne résoudrait pas le problème, surtout à la base. Les problèmes liés aux rébellions à l'est de notre pays ou les problèmes liés à l'instabilité à l'est de notre pays sont connus. Le premier problème d'abord, c'est un problème lié à la gouvernance. Le deuxième problème, c'est un problème lié à tout ce que l'on constate comme étant richesse dans cette zone géographique. Le troisième problème qui est constaté, c'est l'absence de l'autorité de l'État dans tous les secteurs de cette partie de la République. Alors, voilà pourquoi il y a eu, je crois, vers 2013, les accords dits les accords d'Addis Abeba. Ces accords visaient quoi? Ces accords visaient de pouvoir obtenir la pacification de l'Est du pays sur la durée, tout en impliquant les pays de la région et la communauté internationale par rapport à la question liée à l'Est. Et on avait donné des responsabilités, des missions, non seulement à la communauté internationale, mais aussi aux pays de la région. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de pouvoir pacifier la région de l'Est sans pour autant y mettre ou bien y joindre à cette réflexion les pays de la région et la communauté internationale. Pourquoi? Parce que les richesses de notre pays, qui se retrouvent particulièrement à l'Est du pays, ce sont des richesses convoitées dans le monde entier. Ce sont des richesses convoitées dans le monde entier et ce n'est un secret pour personne que c'est un des éléments aussi qui soit à la base de notre insécurité à l'est du pays. Est-ce que pour cela, doit-on réviser la Constitution? Nous ne croyons pas.
Bien au contraire, je crois qu'on peut recourir à d'autres instruments juridiques, à d'autres voies qui se proposent. Par exemple, il y a le dialogue de Luanda qui met sur la même table la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous avez les accords de Nairobi qui, dans le même objectif, réunit les groupes rebelles. On a aussi l'OIF, pourquoi pas, parce que Emmanuel Macron a dit aujourd'hui, l'OIF œuvre pour que les pays puissent avoir ou garder leur souveraineté. Pourtant, on est en RDC, ici notre souveraineté a été imitée par le Rwanda. Oui, effectivement, le Rwanda a essayé peut-être de pouvoir agresser notre pays par certaines forces négatives, mais la souveraineté de notre pays, elle est encore intacte et elle est encore pleine et tout entière. Ici, c'est quand on ne s'est pas allé à Bunagana jusqu'à présent, beaucoup d'années après, est-ce qu'on va dire toujours que on est un État souverain? On reste un État souverain. Bunagana reste toujours un territoire de la République démocratique du Congo, quoique il soit occupé. Mais ça reste un territoire de la République démocratique du Congo et la souveraineté de notre pays s'étend sur tout l'étendue du territoire national. Alors, mais les décisions qui sont prises à Kinshasa ne sont pas exécutées là-bas. Les décisions qui sont prises à Kinshasa, bien entendu, ne sont pas exécutées à Bunagana, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Voilà pourquoi j'aimerais et j'en appellerai aussi aux dirigeants, à la classe politique, de mettre en place réellement les stratégies qu'il faut de manière à pouvoir régler ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Bunagana et certaines régions de l'Est qui totalisent carrément plus de 3 ans d'occupation. Et c'est une forme de balkanisation voilée, tout simplement. Alors, plutôt que de pouvoir consacrer ce plan de balkanisation qui est peut-être entrepris par certaines forces peut-être étrangères, il serait préférable de pouvoir, plutôt que de vouloir briser la cohésion nationale en évoquant les questions liées à la révision constitutionnelle, au changement des constitutions, il serait préférable d'utiliser d'autres canaux de règlement de conflits, c'est notamment les voies pacifiques, c'est notamment aussi de pouvoir accorder plus de capacité à notre armée et croire en notre armée de manière à pouvoir espérer pouvoir buter l'ennemi dehors et pouvoir libérer les territoires occupés. Mais toucher à la Constitution à l'heure actuelle pour une révision, c'est faisable. On doit évoquer les matières susceptibles à révision. Mais pour un changement, ça serait carrément briser non seulement une cohésion nationale, mais aussi effacer un esprit pour implémenter un nouvel esprit pour lequel peut-être tout le monde ne sera pas d'accord. Justement, Samuel Koko, pour les partisans du changement ou de la révision de la Constitution, c'est un sujet qu'il ne faut pas fétichiser. Il a dit aujourd'hui, Jean-Claude Chilumba, et également, je retourne vers vous, vous n'avez pas répondu pratiquement à ma question. Oui. Dans quel cas on peut changer la Constitution, ça dit tout son esprit, avant d'entrer dans des intentions sur la durée du mandat du président de la République, mais en soi, dans quel cas on peut changer de constitution? Pour le cas de la RDC. Pour le cas de la RDC, dans quel cas on pourrait arriver à changer une constitution? Je vais partir carrément des faits. Avant cette constitution, nous avions eu l'actuelle constitution, nous l'avions eu en 2006, après une transition carrément depuis carrément la conférence nationale souveraine, jusqu'en 2006. Le chef de l'État, le président de la République, Kabila est arrivé, il est parti. Il n'y avait pas de constitution. Joseph Kabila est arrivé, il est parti. Il n'y avait toujours pas de constitution valable comme telle. Il y a eu le 1+4, une fois qu'il est arrivé après les accords de Sun City. C'est sur base de cela qu'il a été mis en place ces constitutions. C'est vrai que certains pensent que c'est une constitution dite des belligérants. C'est peut-être vrai que les circonstances qui ont concouru à l'élaboration de cette constitution, ce sont ces circonstances-là. Mais ça fait débat aussi. Hein. Oui, exactement, ça a pu faire débat. Le professeur Mampouy a dit que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la constitution des belligérants. Jean-Claude Chilumba, puisque je l'ai interviewé aujourd'hui, il a dit que c'était une constitution marchandée, négociée par des belligérants. Allez-y. Bon, peut-être nous lui accordons peut-être le bénéfice ou la paternité de ses propos, mais pour revenir à votre question, pour arriver à changer une constitution, il doit avoir d'abord, premièrement, une situation qui nécessite cela, comme des situations de crise. La République démocratique du Congo avait passé un long moment de crise au lendemain du pluralisme politique qui avait été décrété par le président Mobutu à la conférence souveraine. Après cela, nous sommes entrés dans une très longue crise politique qui nécessitait absolument que l'on mette en place une constitution qui devrait répondre aux exigences démocratiques et aux valeurs républicaines. C'est comme ça que la constitution de 2006 a été promulguée après les accords de Sun City. Alors, pour répondre à votre question, il faudrait d'abord qu'il y ait des faits. Il faut qu'il y ait des événements
qui peuvent être soit une crise ou une circonstance qui nécessite réellement qu'un peuple, de manière unanime et de manière commune, puisse viser, pouvoir ramener la vie de la République sous une autre orientation. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas ce qui pourrait nous emmener sur une autre orientation. Pourquoi? Parce qu'on ira sur une nouvelle République, on aura un nouvel esprit, on aura peut-être de nouvelles institutions, et ça sera pourquoi, alors que nous avons à l'heure actuelle une constitution qui ne cesse jusqu'à l'heure actuelle de pouvoir conduire le pays et servir à tous les dirigeants qui se succèdent tour à tour après un mandat à la tête de ces pays. Alors, je vais poser la question au début de l'émission. Que veut faire l'UDPS dans ce cas? Je ne suis pas tellement porte-parole de l'UDPS, mais si seulement en tant qu'analyste, je peux essayer de pouvoir répondre à votre question par rapport à toutes les sorties médiatiques que nous avons constatées ces derniers temps. D'abord, c'était le CG du parti et tantôt, c'était les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Je crois que ça fait carrément partie de la vie politique. Moi, je veux plutôt mettre ça et axer ça dans cette effervescence des partis politiques au lendemain d'un deuxième mandat. Nous avons constaté ça avec l'ancien régime. Je me souviens qu'au deuxième mandat aussi, il y avait certains cadres de l'ancien régime qui avaient aussi eu à sortir, à monter au chrono pour faire savoir que Kabila Totonzionte et tout. Mais alors que le président de la République, Kabila, ne l'avait pas encore fait savoir de haute et intelligible voix, il ne cessait de dire que la Constitution sera respecté, mais il y avait certains de son entourage. C'est le cas de Tshisekedi aussi. Hein. C'est ça que nous constatons aussi aujourd'hui. Pour le troisième mandat, il ne s'est pas prononcé, mais pour la révision de la Constitution, le changement, il n'est pas totalement opposé. Oui. Par rapport à la révision de la Constitution, il n'est pas opposé à ça. Il a fait allusion à cela, mais les matières qui devront être soumises à la révision ne sont pas encore clairement définies. Une fois que cela sera défini, ça sera soumis à une réflexion et ça suivra le parcours normal de toutes les lois et ça pourra peut-être aboutir à une révision. Parce que nous savons aussi que chaque chef d'État aussi, c'est pratiquement une pratique en droit constitutionnel international. Chaque chef d'État a toujours bien voulu pouvoir aussi imprimenter sa marque dans une constitution. Nous l'avons constaté en France, par exemple, avec actuellement Macron, qui a pu réviser aussi la constitution chez eux en insérant l'IVG de manière constitutionnelle. Avant lui, il y avait Sarkozy aussi qui l'a fait. Moi, je crois peut-être que ça peut être aussi une fierté peut-être pour le président actuel de la République de pouvoir aussi imprimenter sa marque dans notre nouvelle constitution. Mais ce sera difficile pour lui puisque autrefois, quand ils étaient dans l'opposition, il disait « touche pas à ma constitution ». En fait, quels sont les possibles scénarios qui peuvent déboucher, sur lesquels ça peut déboucher justement cette affaire, ce débat? Bon, ces débats, en tant que parti politique... Est-ce que l'histoire va se répéter d'après vous? C'est ce que nous constatons. Il faut bien manager les gens, parce que l'opinion nationale ne s'est vraiment pas encore prononcée là-dessus. C'est ce que nous constatons, que carrément l'histoire est en train de se répéter. C'est ce qu'on a connu au deuxième mandat du président Kabila, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est encore au niveau politique. C'est au niveau politique, bien entendu, parce que jusque-là, de manière tranchée, ouverte, il n'a pas encore été question ici de pouvoir toucher au mandat du chef de l'État. Mais si seulement le chef de l'État aimerait pouvoir toucher à la Constitution sur des matières révisables, il lui appartient de manière souveraine et indépendante de pouvoir le soumettre. Parce qu'en tant que chef, en tant que membre de l'exécutif, il a aussi l'initiative, dans le cadre du gouvernement, de pouvoir aussi faire des projets de loi au sein du Parlement. S'il pense qu'il y a des matières qui peuvent être soumises à révision. Mais la Constitution reconnaît aussi le pouvoir de convoquer la population au référendum. Bien entendu, il peut bien convoquer, mais il y a aussi une difficulté par rapport au vote référendaire dans notre pays. C'est une matière qui devrait être encadrée par une loi organique qui n'existe pas jusqu'à ces jours. Qui n'existe pas jusqu'à ces jours. Alors, vouloir... Ça veut dire que Kabila n'avait pas l'intention de pouvoir perdurer et rester au pouvoir longtemps. Si on n'a jamais mis en place une telle loi, c'est qu'il n'avait pas cette intention-là de rester au pouvoir longtemps. Bon, lui-même, personnellement, il ne cessait de le dire, que la Constitution serait respectée. C'est plutôt peut-être Kassi et certains de ses collaborateurs, dans une effervescence politique, qui disaient peut-être que Kabila Totondi au témin pourrait venir à l'actuel régime dans lequel nous sommes présentement. C'est vrai qu'on peut recourir à un vote référendaire, mais au stade actuel, il est peut-être difficile dans le sens où c'est une matière qui n'est pas encore encadrée par une loi organique. Ça serait peut-être très dangereux de se livrer à cet exercice-là. Voilà pourquoi il serait peut-être préférable, au stade actuel, s'il y a des matières susceptibles de révision, ça peut poursuivre le processus normal, la navette normale de toutes les lois. Ça passe par le Parlement le débat par le contrôle des constitutionnalités et ça finit par la promulgation du chef de l'État. Et la population dans ça?
C'est là que nous aussi, en tant que peuple et en tant que population, nous ne cessons de faire savoir à la classe politique, à la classe dirigeante que non seulement la Constitution, mais les missions qui sont les leurs au travers des charges qu'ils ont reçues de par nous, le peuple, parce que le pouvoir appartenant au peuple, eux l'exercent, c'est en notre nom. Il faudra que les initiatives qui sont prises par la classe dirigeante soient des initiatives qui visent d'abord, premièrement, l'intérêt du peuple. Et il faudrait chercher à savoir, est-ce que les révisions que l'on veut soumettre, est-ce que toutes les propositions qu'on veut faire, quel est l'intérêt du peuple dans ces genres de révisions? J'aurais appris que, j'aurais entendu, ça c'est le CG de l'IDPS, qui aurait dit non, le chef de l'État n'a pas nécessairement 5 ans dans son mandat, le mandat est carrément de 3 ans parce qu'il y a une année électorale, il y a une année ainsi de suite. Est-ce qu'on peut fonder cela pour pouvoir nécessairement briser un pacte républicain? Moi, je ne crois pas. Le chef de l'État, pour pouvoir réellement mettre en place son programme politique, il n'a pas besoin qu'on lui donne, je ne sais pas, 5, 10, 15 ou 20 ans, ou des mandats illimités. Moi, je ne crois pas. Pour pouvoir mettre en place son programme politique, pour pouvoir répondre au prorata du peuple pour lequel il a reçu mandat, il est seulement clair. Ce qu'il doit faire, c'est mettre en place son programme politique, avoir des collaborateurs nécessaires qui puissent le permettre de pouvoir appliquer sa vision, et le reste pourra suivre. Mais rechercher des révisions ou des changements dans le but de pouvoir satisfaire les intérêts de la classe politique, ça devient non seulement dangereux, mais décevant aussi pour le peuple. Avec toutes les raisons avancées jusque-là, il n'y en a aucune qui va dans le sens de satisfaire ou de rencontrer les intérêts de la population. Nous le constatons bien entendu, et c'est très décevant, nous le constatons bien entendu qu'aujourd'hui, il y a des problèmes très urgents auxquels font face le peuple. Je parle par exemple des questions liées par exemple à la sécurité à l'est du pays, je parle aux questions liées au social, aux questions liées à l'économie. Ce sont des questions majeures. Il y a des questions par exemple liées aujourd'hui, vous avez dans le secteur public, certaines provinces, vous avez les cours qui ne sont pas donnés, vous avez des enfants qui sont à la maison, vous avez des enfants certains qui vont à l'école mais qui n'étudient pas. Ça, ce sont des problèmes majeurs qui peuvent intéresser la classe politique et sur lesquels la classe politique pourrait passer son temps afin réellement de répondre réellement aux désiderata du peuple. Moi, je salue le président de la République par ça, par l'initiative qu'il avait prise de pouvoir mettre en place, de pouvoir décréter la gratuité de l'enseignement. C'était une très bonne initiative. C'est vrai que ça nécessite à ce jour des réaménagements afin que ce soit réellement une effectivité, de manière à ne pas clochardiser les enseignants, comme c'est le cas maintenant, mais aussi hypothéquer l'éducation. L'éducation en soi, qui était revue à la baisse. Alors, j'aimerais qu'on parle en politicien un peu. Je ne sais pas si vous savez parler là des politiciens. Il n'y a pas de problème. Alors, ce débat surgit juste au moment où le chef de l'État est en dehors du pays et il fait de son mieux pour rester longtemps dehors, alors qu'ici, on s'époumonne à débattre sur la révision de la Constitution. Est-ce que c'est un ballon d'essai après sur lequel il va essayer de surfer après pour voir ce que ça donne entre-temps? C'est comme nous l'avions dit tantôt, nous avions dit que c'est carrément ce que nous avons vécu avec l'ancien régime qui se répète présentement. C'est qu'il y a non seulement un ballon d'essai, moi je sais que ces ballons d'essai ne fera pas long feu, ça va pas donner fortune parce que la République démocratique du Congo s'est déjà axée sur un chemin sur lequel il ne reviendra plus jamais en arrière. Nous avons déjà acquis une certaine maturité politique et il sera difficile de pouvoir envisager des questions comme des changements de constitution. Ça sera très compliqué. Mais ce qui serait encore bien et préférable, c'est plutôt de demander au pouvoir actuel ou au parti politique qui a le président de la République en sa tête aujourd'hui, de pouvoir donner des questions. Les partis membres de l'Union sacrée de la Nation, oui. Les partis membres de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui, l'UDPS, c'est non seulement la première fille, la fille aînée, comme on disait, de l'opposition, mais aussi c'est le parti qui a longtemps incarné aussi les désiderata du peuple. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir ne doit pas se désolidariser de ce qui a longtemps constitué son image, qui était d'abord le peuple, d'abord le peuple, d'abord le peuple. Voilà pourquoi j'en appelle aux responsables politiques de ce parti politique à pouvoir réellement accompagner le chef de l'État, à pouvoir l'aider. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement où nous constatons plus qu'il y a certains membres du gouvernement qui ne sont pas de la famille politique du chef de l'État, qui excellent.
Je prends l'exemple aujourd'hui de Moutamba qui fait une mission réellement auquel non seulement le chef d'État s'attendait, mais que tous les Congolais voulaient de pouvoir tenter de pouvoir réellement recadrer le secteur de la justice. Mais aujourd'hui, les cadres de l'UDPS qui sont au sein du gouvernement, pourquoi ne devraient-ils pas continuer à pouvoir accompagner les chefs de l'État plutôt que de pouvoir évoquer des questions qui fâchent? Les questions liées à la Constitution, ce sont des questions qui fâchent. On devra éviter de pouvoir les aborder parce que ce sont des questions à la base qui ne font toujours pas l'unanimité. Voilà. Est-ce qu'il y aura un moment où ça pourra faire l'unanimité? Ça ne fera jamais l'unanimité. Il y aura un moment où on va réviser la Constitution loin de tout soupçon? S'il n'y en aura pas, autant le faire maintenant, non? Je venais de le dire tantôt que la révision de la Constitution est une matière prévue par la Constitution elle-même. La Constitution peut être, bien entendu, révisée, mais uniquement sur des matières susceptibles à la révision. Les matières bouclées, les matières verrouillées, intangibles, prévues par l'article 220, sont des matières qui ne peuvent pas être touchées. Pourquoi? Parce que ce sont des matières carrément qui renferment l'essentiel de notre Constitution, ou bien le résumé de notre Constitution. Voyez-vous dans les jours à venir la population marcher pour protester contre cette tentative de changement, de révision de la Constitution, comme c'était le cas il y a 9 ans, en 2015 en l'occurrence? Mais si l'élan ne s'interrompt pas, si l'élan demeure ainsi de jour, de mois et d'année en année, c'est là que nous allons finir, parce que c'est reconnu à un peuple de pouvoir manifester de manière pacifique pour pouvoir faire entendre aussi sa voix. C'est vrai qu'à un moment donné, nous devons aussi faire voir aussi à l'autorité publique qu'il ne faudrait pas restreindre les voies d'expression civique d'un peuple. Lorsqu'on restreint les voies d'expression civique d'un peuple, il y a des gens qui se prêtent à d'autres alternatives et qui ne sont pas toujours des alternatives qui contribuent à la cohésion nationale. Il serait préférable aussi de pouvoir accompagner, de pouvoir avoir un œil dessus, dans le sens où il faudra diminuer aussi peut-être certaines arrestations qu'on constate aujourd'hui à l'égard de certains acteurs politiques. Je crois qu'il faudrait essayer un peu de décrisper un peu ces secteurs-là, de manière à éviter d'avoir tout le temps des personnes qui pensent que le secteur civique d'expression est tellement restreint qu'il faudra chercher d'autres alternatives. Mais pour répondre à votre question, si seulement cet élan lié au changement de la Constitution se maintient, on risquerait de nous retrouver dans une situation où le peuple, ou certaines personnes, ou la frange du peuple qui ne sera pas d'accord par rapport à cet argument-là, devra exercer son droit qui est celui de pouvoir exercer les voies civiques d'expression vis-à-vis de l'autorité publique. Alors on va terminer en parlant de la sortie médiatique du cardinal Ambongo. J'ai lu sur Internet, on dit que c'est le seul cardinal au monde que l'on reçoit sur France 24 ou dans un plateau télévisé et qui parle des sujets politiques. En tout cas, c'est le seul cardinal. Je ne sais pas, vous me direz si c'était un cardinal très politique, mais on sait que après être sorti, après avoir tenu des propos du même genre dans le passé, il y a eu des enquêtes d'instruction judiciaire contre lui. Alors, jusqu'à ce qu'il rencontre le président de la République, on a passé l'éponge sur tout ça. Il n'y a pas eu de suite du côté de la justice. Le cardinal circulait librement. Et là, il récidive, je vais dire encore. Il revient sur le même propos. Est-ce que c'est un cardinal qui est très politisé ou c'est un cardinal qui aime son pays? Moi, je dirais c'est plutôt, ça fait partie carrément des usages des cardinaux dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous savons que l'épiscopat congolais a toujours été un épiscopat très puissant dans la région. Ça a toujours été un épiscopat très puissant. Ça a commencé par Maloula, c'est passé par, avant Monsengo, il y avait, j'ai oublié le nom du cardinal avant Monsengo, et aujourd'hui il y a Ambongo. Echaou, voilà, c'est passé par Echaou, Monsengo et Ambongo. Echaou, il ne parlait pas beaucoup trop. Il ne parlait pas beaucoup trop, mais il faudra aussi souligner que l'Église catholique s'est toujours associée à la vie du peuple en République démocratique du Congo. Elle a toujours dit qu'elle est là pour faire la mission du prophète qui est celui de pouvoir être la voix de son voix. Et ça fait partie des coutumes constatées dans l'épiscopat en République démocratique du Congo. Et je crois que je ne cesserai de pouvoir soutenir la démarche de l'Église catholique tant qu'elle vise de pouvoir répondre de pouvoir ramener le pouvoir public à pouvoir rencontrer les besoins du peuple. Nous ne cesserons de pouvoir soutenir l'Église catholique. C'est vrai qu'on a constaté que la dernière sortie du cardinal, il a été très modéré. C'est la première fois que je le sens très modéré dans une sortie politique. Et je crois que ça a été peut-être... C'était plus fort que lui, quoi. Il ne pouvait pas faire autrement.
C'est qu'il avait arrangé avec le chef de l'État, mais la situation est telle qu'il ne sait pas la maquiller. Ouais. Bon, la situation est... Bon, je vous pose la question. Oui. Sommes-nous un État en faillite? Dire que nous sommes un État en faillite, je dirais pas oui, je dirais non plus non. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas décréter un État en faillite alors qu'on a des institutions, alors qu'on a une constitution, alors qu'on a des pratiques constitutionnelles. Nous ne sommes pas un État en faillite. Notre État, notre pays et notre République a qu'une seule difficulté, c'est la difficulté liée à la gouvernance. La prise de conscience de la classe politique, tout simplement. Une fois que la classe politique va pouvoir prendre conscience. Et j'ai tout simplement constaté que lorsqu'on est dans l'opposition, on a un discours. Mais lorsqu'on se retrouve à la gestion de la chose publique, apparemment le pouvoir s'est mis à corrompre même les personnes qui étaient les plus crédibles dans l'opposition. Voilà pourquoi moi j'inviterai plutôt, et je ne cesserai d'interpeller la classe politique, à la responsabilité. Le Congo nous appartient tous. Hier, il y avait un chef d'État. Aujourd'hui, il y en a un. Demain, il y en aura un autre. Samuel Koko, avocat inscrit au barreau de Lubumbashi. Merci pour toutes vos analyses. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ton invitation. On va changer un peu de sujet, parler sur un autre ton, un ton léger, pour évoquer la question de culture et de l'histoire avec un jeune, Pedro Mukena, directeur général de Congo Influence Group et initiateur d'un grand salon, le Salon international de l'histoire et de la culture qui va se tenir dans quelques jours.